Salut à toi, je m'appelle Théo et comme toi, je suis un citoyen du monde. Si tu suis l'actualité en ce moment, tu sais que la mauvaise énergie a envahi plusieurs parties de notre planète. Mais ce que je veux te révéler dans cette vidéo, c'est que pour maintenir un niveau vibratoire élevé face à ça, il y a une solution: condamner. C'est pour ça qu'avec mon équipe, j'ai développé l'application Je Condamne. C'est très simple, il te suffit de créer un compte et tu auras directement accès à des centaines d'événements à condamner tous les jours. Et pas d'inquiétude, notre IA assistante est là pour te guider et te suggérer des événements à condamner. Alors n'attends pas plus longtemps, rejoins la communauté et participe à la co-construction d'un monde meilleur pour demain. Moi, je condamne. Et vous? Salut tout le monde. Bon, j'avais pas prévu de me mettre à des sujets d'actu aussi tôt sur la chaîne, mais vu le niveau stratosphérique de propagande qu'on se tape en ce moment, je me suis dit que quand même, c'était le moment de s'y mettre. Franchement, perso, je m'attendais pas à ce que ça atteigne un tel degré. Parce que là, on est quand même sur une propagande qui a totalement évacué la moindre forme de subtilité et qui compense avec la quantité. Et en ce moment, on entend un peu les mêmes thèmes que depuis des années, du style le droit d'Israël à se défendre, ce genre de trucs, et les propagandistes les plus forcenés nous parlent même d'un état moral qui respecte le droit international. Ça tombe bien, le droit international, j'ai déjà consacré 2 vidéos, donc on va s'appuyer un peu là-dessus pour regarder rapidement ce qu'il en est de la réalité juridique concernant Israël. Et ensuite, on a une déferlante de propagande sur les faits, sur ce qui se passe en ce moment sur le terrain à Gaza. Donc pendant que nos chaînes d'infos nous expliquent que Israël est en train de tenir le front du camp de la lumière face aux hordes du Mordor, dans cet épisode, on va essayer de démêler le probable du douteux, histoire d'amorcer une compréhension un peu plus réaliste des événements. America's pride, human freedom, no end point. To lead дальнейшее движение НАТО на восток. Great! Нельзя унижать народ, нацию. The world's a better place. Неприемлемо. What we can do now depends on us. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous aimez le travail que je fais sur cette chaîne, pensez à vous abonner en activant la cloche, à partager la chaîne autour de vous, etc. etc. C'est vraiment ça qui permettra à la chaîne de décoller. Allez, sur ce, on commence. Alors, je vais pas réexpliquer toute l'histoire d'Israël ici, parce qu'il faudrait toute une série de vidéos pour ça, et que d'autres l'ont déjà très bien fait. Donc je vous mets quelques liens en description, si vous voulez être bien renseigné là-dessus. Mais je vais quand même devoir faire un résumé très rapide, parce que c'est bien de cette histoire que découle l'état du droit aujourd'hui. Mais bon, si vous connaissez déjà bien tout ça, la vidéo est chapitrée, donc n'hésitez pas à sauter cette partie. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que le projet sioniste, c'est-à-dire la création d'un État pour le peuple juif, pour le dire vite, c'est un projet nationaliste et colonial qui prend ses racines au Royaume-Uni au 19e siècle. L'Empire britannique identifie un intérêt d'envoyer ses juifs en Palestine pour s'accaparer les terres et les ressources d'un empire ottoman sur le déclin. En 1897, Theodor Herzl, qui est un peu le fondateur du mouvement sioniste, réunit dans la ville de Bâle les premiers adeptes de la mouvance. Pendant ce congrès, il pose les fondements d'un État juif en Palestine, la colonisation des terres avec expulsion des populations locales, le tout galvanisé par la mise en valeur d'un sentiment national juif. Je passe le début du XXe siècle, même s'il y a beaucoup à dire. En gros, les premières colonisations sont modestes, les juifs européens étaient en fait assez peu convaincus par le projet sioniste. Mais malgré tout, elles s'intensifient et deviennent de plus en plus violentes, surtout à partir des années 20. Mais c'est surtout après le traumatisme de la Shoah que le plan prend toute son ampleur. En 1947, l'ONU propose un plan de partage de la Palestine, qui désavantage clairement les Palestiniens. Quelques mois plus tard, une première vague d'expulsion des Arabes est menée par plusieurs milices. Puis, le 14 mai 1948, l'État d'Israël est officiellement constitué par les autorités sionistes. En réaction, la Syrie, l'Irak, la Jordanie et l'Égypte entrent en guerre contre le nouvel État, mais sont mis en déroute et poussés à l'armistice. Israël annexe de nouvelles terres et plus de 800 000 Palestiniens en sont violemment chassés. C'est l'épisode de la Nakba. Pendant les décennies suivantes, les politiques de l'État d'Israël auront pour but de s'accaparer toujours plus de terres et de pousser les Juifs du monde entier à émigrer en Israël par tous les moyens. Dans le même temps, la résistance palestinienne s'organise. Le Fatah est créé par Yasser Arafat en 1959, puis il s'allie avec d'autres groupes de résistance en 1966 pour former l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, dont le but est la création d'un État unique, démocratique et laïque. En 1967, suite à la guerre des 6 jours, Israël annexe de nouveaux territoires et met un gros coup d'accélérateur à sa politique de colonisation. Les territoires conquis à partir de cette période sont considérés en droit international comme les territoires palestiniens occupés. La bande de Gaza est occupée à partir des années 70. D'autres conflits se déroulent dans les décennies suivantes, la guerre du Kippour en 1973, une tentative d'invasion du Liban par Israël en 82, mais je vais accélérer un peu. De 1987 à 1990, c'est la première intifada, un soulèvement populaire palestinien majeur qu'Israël réprime très violemment. C'est dans cette période que naît le Hamas, qui gagne en prestige auprès des Palestiniens par ses actions militaires, alors que l'OLP est en déclin. En 1993, le même OLP signe avec Israël les accords d'Oslo, un premier espoir de paix qui devait mettre fin à la colonisation israélienne, mais qui sera vite tué dans l'œuf. Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien qui avait construit avec Arafat les accords d'Oslo,
est assassiné par un sioniste religieux. Mais cet assassinat, c'est un peu le symbole qu'au global, Israël n'a jamais eu l'intention de respecter l'accord, puisqu'elle a poursuivi et même intensifié sa politique de colonisation après sa signature jusqu'à aujourd'hui. En toute logique, un nouveau soulèvement éclate en 2000. La deuxième intifada, dont la répression fait des milliers de morts côté palestinien. En 2005, dans le but d'isoler et diviser les Palestiniens tout en donnant l'impression d'un compromis, Israël se retire entièrement de Gaza. Et en 2006, des élections législatives palestiniennes sont organisées. Et c'est le Hamas qui est élu, dans un processus reconnu valide et sans fraude par les observateurs internationaux. Israël et les États-Unis réagissent de manière démocratique en organisant un coup d'État qui dégage le Hamas de Cisjordanie au profit d'une autorité palestinienne complaisante avec l'État colonial. Mais l'opération échoue à Gaza et le Hamas y reste au pouvoir. Israël décide alors de placer la bande de Gaza sous un blocus atroce et totalement illégal qui enferme les Gazaouis et les maintient dans la misère, et qui ne s'est pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Cette situation a été ponctuée d'opérations militaires dévastatrices en 2008, 2012, 2014 et 2021, histoire de casser régulièrement la résistance. En Israël, on a appelé ça tondre la pelouse. Et dans le même temps, en Cisjordanie, la colonisation se poursuit encore aujourd'hui. Ok, maintenant qu'on a brossé ce tableau, on peut s'attaquer à quelques éléments de langage qui sont servis à répétition sur les plateaux télé et les confronter au réel. Tsahal est l'armée la plus morale du monde. Et l'armée d'Israël est une armée morale. Israël est une armée morale. Je commence par celle-là parce que franchement c'est de la pépite 5 étoiles. Je vais spoiler direct. Ça fait des années que les crimes les plus horribles commis par l'armée israélienne sont documentés, filmés, sourcés, rapportés, et en ce moment ils sont même annoncés par les dirigeants du pays. Bon, déjà de toute façon, Tsahal c'est l'armée d'une puissance coloniale, donc niveau moralité ça part pas super bien a priori. Mais il y a même pas besoin de partir là-dessus, on va rester sur du concret. Et on peut commencer par les chiffres de base. Ce tableau, il a déjà beaucoup tourné, mais ça fait jamais de mal de le rappeler. On a le nombre de morts dans le conflit de part et d'autre par année entre 2008 et 2020. Et quand on sait que la majorité des morts côté palestinien sont des civils, l'armée la plus morale du monde, elle en prend un petit coup quand même. Bien sûr, il y a des morts civils côté israélien aussi, et ça personne ne le nie. Mais là, on est en train d'évaluer les prétentions éthiques de Tsahal. Mais au-delà des chiffres, il y a surtout tout un ensemble de pratiques qui sont légèrement incompatibles avec l'idée d'une armée morale, si tant est que ça veut dire quoi que ce soit d'ailleurs. Et là, je vais pas pouvoir faire une liste exhaustive parce que c'est assez vertigineux, donc je vais m'en tenir à quelques exemples emblématiques. Et ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que ce mode opératoire ne date évidemment pas du 7 octobre 2023. Ces actes sont commis à chaque intervention, à chaque escalade du conflit depuis des décennies. Le premier truc impossible à louper, c'est la pratique systématique des bombardements d'infrastructures civiles, notamment des habitations et des hôpitaux. Under attack, Israel's Air Force unleashes devastation on the Gaza Strip. Cette famille habite Choujaïa dans l'est de Gaza. À 4 h du matin, l'armée israélienne bombarde leur maison. Le principal hôpital de Gaza, refuge ultime des Gazaouis, vient d'être frappé à son tour. Overnight, a bomb from an Israeli air raid struck a residential building in Gaza, killing at least 10 people, including children. A university professor who was forced to head south with his family on the third day of the war. He tells us it took 15 years to build his home. Je sais que la responsabilité sur un ou deux cas de ces dernières semaines reste à investiguer, mais ce qui est établi, c'est qu'Israël est coutumier du fait. Et malgré le niveau de connaissance là-dessus, il y en a encore pour parler d'accidents ou de dommages collatéraux non ciblés. Oui, il y a une différence à faire entre des gens qui sont des civils qui sont assassinés dans la rue par des commandos islamistes qui débarquent dans les villages pour brûler les maisons et les victimes collatérales de bombardements consécutifs à cette attaque. Now come the days of the king. Bon, du coup, un tir de sniper, est-ce que c'est assez ciblé pour vous? En 2018, des milliers de Gazaouis ont mené pendant plusieurs semaines des manifestations pacifiques à côté de la barrière qui encercle la bande de Gaza. Ils ont appelé ça la marche du retour. Et c'était un mouvement populaire à 100%, c'était pas organisé par le Hamas ni aucun groupe politique ou résistant. Les participants étaient des civils, hommes, femmes et enfants sans aucune arme, qui venaient manifester symboliquement pour revendiquer leur droit de retourner sur la terre qui leur a été volée. Résultat... Of the 183 fatalities caused by sniper fire investigated by the UN Commission, 171 were clearly murdered, shot in the head or torso. Nearly 8,000 people were wounded by live ammunition. Over that 8-month period, 21 were left permanently paralyzed, and 122 more required limb amputations. Les tirs de sniper ont fait un carnage, et pas à cause d'un chaos ou d'une confusion générale. L'armée israélienne elle-même a indiqué que tout s'était fait sous contrôle. Donc c'est bien en contrôle total de la situation que les snipers ont tué et mutilé des civils,
des enfants, des médecins, des journalistes, et le tout avec un petit piquant supplémentaire. That projectile is the radically invasive projectile. The last round you'll ever need. انفجارها ما يؤدي إلى أجزاء إلى انتشار هذه الأجزاء المتفجرة الأجزاء التي تنفجر منها أو الشظايا. Et je précise au passage que ces balles explosives sont prohibées par le droit international depuis plus d'un siècle. Heureusement que les types derrière les fusils sont d'une moralité sans faille, hein, sinon on se poserait des questions. וואי, זה סרטון! יש! בן של זונה. איזה סרטון, הנה, תרוצו לפנות אותו. בטח שצילמתי את זה. Je crois que j'aurais pas osé écrire un truc aussi abject pour une fiction. On va terminer sur des révélations assez intéressantes sur les bombardements actuels. Le 30 novembre, une enquête réalisée par les médias israéliens Plus 972 et Local Call révèle qu'aujourd'hui, l'armée israélienne utilise un outil contenant de l'intelligence artificielle pour générer des cibles à bombarder. Avec ce logiciel, Tsahal est capable de fournir des cibles et de les bombarder à un rythme beaucoup plus soutenu que dans les interventions précédentes. On est face à une révolution. Pour chaque cible potentielle, le nombre probable de victimes civiles est indiqué. Ça veut dire que quand un officier israélien décide de lancer une frappe, il connaît le nombre de civils que cette frappe va tuer. Mais ce qui est encore plus accablant, c'est que les infrastructures civiles, et notamment les habitations, font partie des cibles à désigner dans le logiciel. Et selon l'un des officiels qui témoigne dans l'enquête, quand une fille de 3 ans est tuée dans une maison à Gaza, c'est parce que quelqu'un dans l'armée a considéré que ce n'était pas très grave qu'elle le soit, que c'est un prix à payer pour atteindre une autre cible. Nous ne sommes pas le Hamas. Ce ne sont pas des roquettes tirées au hasard. Tout est intentionnel. Nous savons exactement la quantité de dommages collatéraux dans chaque maison. Voilà. Donc, s'il vous plaît, hein, l'armée la plus morale du monde qui agit dans le respect du droit, on va redescendre un peu. Elle s'est longtemps vue comme la seule vraie démocratie du Proche-Orient. Israël est la seule démocratie dans cette région. Pour Israël, démocratie. Seule démocratie. Israël est la seule démocratie du Moyen-Orient. Ok, très bien. Ben on va être de bonne foi et on va regarder la définition de démocratie. Non, je déconne, en fait, il n'y a pas besoin. On va plutôt se pencher vite fait sur la notion d'apartheid. Bien sûr, le mot est apparu pour décrire la situation en Afrique du Sud entre 1948 et 1991, mais depuis, le concept a été généralisé et défini dans plusieurs conventions de droit international. En gros, on considère une situation au sein d'un État comme un apartheid quand il existe un système, par exemple un système de loi, qui organise une oppression et une domination d'un groupe racial sur un autre, et quand des actes inhumains sont commis pour maintenir cette domination. Typiquement, des déplacements forcés de population, des meurtres, de la torture. C'est pas très convivial, enfin, comme accueil, on fait mieux quand même. Hein. Si je prends le temps de définir ça, c'est justement parce que depuis quelques années, un consensus assez large s'est formé pour désigner Israël comme un état d'apartheid. Les premières entités à utiliser le terme pour qualifier les agissements d'Israël sont deux organisations israéliennes de défense des droits humains, Yesh Din en 2020 et B'Tselem en 2021. Dans leur sillage, les plus grosses ONG comme Amnesty International ou Human Rights Watch ont reconnu et dénoncé le crime d'apartheid en Israël. Et à la suite de ça, c'est l'ONU lui-même qui reprend le terme, par la voix du rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme en mars 2022. Et je rappelle que le mot d'apartheid est juridiquement chargé. Ça peut mener à une comparution devant la Cour pénale internationale, du moins si son procureur daigne lancer une procédure. Bon, mais concrètement, comment il se manifeste cet apartheid? Déjà dans le système juridique. L'organisation Adala a recensé plus de 65 lois qui discriminent spécifiquement les Palestiniens. Le plus souvent, ce sera la mise en application concrète de la loi ou son utilisation politique qui va générer ou renforcer l'oppression. Par exemple, la législation sur l'attribution des terres dans la zone du Negev est systématiquement utilisée pour priver la population palestinienne de ces territoires et les attribuer à des citoyens juifs. Mais il y a aussi diverses lois sur les détentions préventives, par exemple, qui visent explicitement les Palestiniens. Et c'est bien ce qui est constaté dans les faits. Mais le mastodonte juridique qui vient tout achever, c'est la loi État-nation de 2018. C'est ce qu'on appelle en Israël une loi fondamentale. Donc pour aller vite, ça équivaut à un texte constitutionnel. C'est au sommet de la hiérarchie juridique. Et franchement, il n'y a presque pas besoin de commenter, le texte de base est déjà limpide. La loi accorde le droit d'autodétermination au seul peuple juif. Elle retire à l'arabe son statut de langue d'État, elle promeut la colonisation comme valeur nationale et pas mal d'autres dingueries au menu. Donc bref, rien qu'au niveau juridique, l'apartheid est juste flagrant. Mais ça s'arrête pas là. Pour caractériser l'apartheid, il faut aussi constater des traitements inhumains envers la population dominée. Ça, c'est monnaie courante en Israël, et on le sait depuis bien longtemps. Le rapport d'Amnesty n'est que la recension la plus récente de décennies de déplacements forcés, de détentions arbitraires sans jugement, y compris d'enfants, de torture, d'assassinats. C'est pas très convivial. Et tout ça dans une impunité quasi totale. Pour terminer sur ce point, je vais laisser la parole à Netanyahou lui-même. Israël n'est pas l'état de tous ses citoyens, mais l'état-nation du peuple juif et uniquement
du peuple juif. En conclusion, si on veut démontrer qu'Israël n'est pas un état d'apartheid, va falloir se lever très tôt. Et a priori, dans notre conception moderne de la démocratie, même dans sa conception vraiment minimale, c'est pas un système vraiment compatible avec l'apartheid. Donc bon, Israël, un état démocratique... C'est non. C'est la question, ou plutôt l'incantation en fait, assez classique, qui revient à chaque fois que les Palestiniens font un acte de guerre. Israël a le droit de se défendre. Israël a le droit de se défendre. Donc, Israël a le droit de se défendre. et Israël a le droit de se défendre. Mais bordel, c'est le droit! Et c'est une question très mal posée pour deux grandes raisons. La première, c'est la situation globale que j'ai rappelée au début. Israël est une puissance colonisatrice qui occupe des territoires qui ne lui appartiennent pas et qui gouverne la population à ces endroits-là en tant que puissance occupante. Et donc le droit pour un État occupant de se défendre contre la population occupée, déjà en termes de logique, c'est extrêmement discutable de prendre cet angle de vue comme base du débat. Mais en plus, juridiquement parlant, ça mène à rien. Parce que, en droit international, on a plusieurs textes qui prévoient et légalisent le droit de résister pour des populations colonisées, y compris par la force armée. La résolution de l'Assemblée générale du 22 novembre 1974 traite même explicitement du cas des Palestiniens, en réaffirmant leur droit inaliénable de retourner dans leur foyer, d'où ils ont été déplacés et déracinés. Bon, je crois qu'on peut pas faire plus clair. Mais de l'autre côté, c'est pas parce qu'Israël est un état colonisateur qu'on va attendre de lui qu'il reste les bras croisés si ses civils se font attaquer. Ça a pas de sens et personne dit ça. L'État a bien le droit et même le devoir de protéger sa population. Et d'ailleurs, le droit de l'occupation lui autorise le recours à la force pour le faire. Et dans les deux cas, on pourra aussi dire que les actes terroristes sont injustifiables en droit. Certains vont avancer ça pour condamner le Hamas, mais dans ce cas, on dit quoi d'Israël qui a aussi recours au terrorisme et de manière beaucoup plus massive? Bref, tout ça pour dire que dans un débat purement juridique sur le droit de se défendre, les deux camps peuvent se renvoyer la balle sur les principes de droit, et à mon sens, ça mène nulle part. Pour moi, la discussion là-dessus doit se placer sur le plan historique et politique. Mais ça, on va y revenir à la fin, et surtout dans d'autres vidéos. Mais la raison la plus visible pour laquelle cette idée de droit de se défendre n'a pas de sens ici, c'est l'échelle dans l'usage de la force. Et ça, malgré l'omerta, c'est de plus en plus visible concernant Gaza. À l'heure où je tourne cette vidéo, on a dépassé les 20 000 morts. Plusieurs hôpitaux et bâtiments publics ont été bombardés et la situation humanitaire est cataclysmique. Et bien sûr, l'immense majorité de ces morts n'étaient pas des combattants du Hamas ou d'autres groupes armés. Heavy artillery is pounding Gaza constantly. The Israelis say they're making the earth shake. The new phase of Israel's assault started last night with dozens of airstrikes. Israel believes overwhelming military strength can pacify Gaza. Amid some of the deadliest attacks of the more than 11 weeks of the conflict, authorities in Hamas-ruled Gaza say nearly 20,700 Gazans have been killed in that time. Less than 2 years old, Amir still doesn't know that his parents and siblings were killed in the strike that disfigured him. Ça, ce n'est pas de la légitime défense. En droit international, on appelle ça une punition collective, et c'est évidemment une violation très grave du droit humanitaire de base. De toute façon, ce faux argument du droit de se défendre est toujours amené par des gens qui cherchent à justifier les actions d'Israël. Donc s'ils étaient un peu plus honnêtes sur les faits, ils parleraient plutôt du droit de tout cramer. Bon, là, va falloir prendre une grande inspiration. Non, parce qu'on en a vu, de la propagande de guerre en mode forceur de l'extrême, mais alors là, le niveau qu'on a atteint, j'avoue que même moi, ça a réussi à me surprendre. En fait, même si on voulait juste tout gober sans regard critique, c'est impossible de suivre. La cadence de production n'a juste aucun sens. Après, on a de la chance quand même, parce qu'on a la quantité, mais la qualité est là aussi. Une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Non mais franchement je suis d'accord, moi je m'imagine bien le gamin là en train de se faire brûler au phosphore blanc et qui accepte son sort avec bienveillance et philosophie. Il prononce ces derniers mots à ses parents. N'ayez point de peine, car ce feu et ces bombes sont pour l'humanité, qui ne nous a jamais reniés. Oh non, c'est réaliste. Après, faut rendre à César ce qui est à César. J'ai aussi vu du débunkage de qualité, sur cette histoire précisément. On a vu à Paris un tag où il y avait écrit « Fuck antisémitisme ». Heureusement que Caroline Yadan était là pour nous expliquer que « Fuck antisémitisme », en fait ça voulait dire « J'emmerde ceux qui luttent contre l'antisémitisme ». Non, parce que sinon, moi comme un con, j'aurais cru que c'était un tag contre l'antisémitisme. Le teubé quoi. Et pareil ça, au début, moi, ultra naïf, j'ai cru que c'était antisémite. Mais heureusement que la police et France Info étaient là pour nous expliquer que non, parce que sinon, moi je serais encore en train de nager dans l'ignorance. Bon allez, je m'arrête là pour ce genre de dinguerie, il y en a encore des pelletés, mais mon pauvre petit cerveau va saturer là.
Bon, allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans la vidéo précédente, j'ai introduit l'idée d'appliquer une méthode sceptique assez basique sur les éléments de propagande de guerre qui nous proviennent d'un peu partout. Et j'ai illustré ça sur des cas passés, sur lesquels on peut avoir un peu plus de recul. Et ces cas passés, ils amènent forcément à construire de la méfiance envers les discours présents. Du coup maintenant, je vous propose une petite mise en pratique sur le cas actuel et tout chaud qui nous intéresse, les événements du 7 octobre. Forcément, comme c'est de l'actu, c'est un peu plus périlleux comme exercice, donc je vais essayer de m'y lancer avec toute la prudence nécessaire. Le but, c'est de déterminer ce qu'on peut savoir factuellement, au-delà de la propagande, des interprétations personnelles et des réactions émotionnelles, histoire de construire une vision des événements peut-être plus prudente et rapprochée de la réalité. Donc première étape, si on agglomère un peu tous les éléments de propagande les plus répétés, on a quoi comme image mentale des événements à la fin? On pensait avoir parlé du pire. Ce qu'on découvre aujourd'hui fait franchir un degré dans l'effroi. De façon systématique, non seulement les hommes, les femmes ont été tués, mais les enfants et même les bébés. On parle de dizaines de maisons brûlées, avec des familles entières à l'intérieur. On parle d'enfants, de femmes, à qui on a coupé la tête. A pregnant woman was lying on the floor. His stomach was butchered open. The unborn infant, still connected to the cord, stabbed, and she was shot in the back. Qu'est-ce qui fait qu'un terroriste du Hamas non seulement ne s'arrête pas quand il a un enfant au bout de son fusil, mais au contraire cherche l'enfant, vise l'enfant et filme l'enfant qu'il tue pour le montrer au monde? On est dans l'indicible, on est dans l'innommable. I never really thought that I would see and have confirmed pictures of terrorists beheading children. Nous sommes dans un film d'horreur depuis le 7 octobre. Il me semble que l'image qu'on va avoir suite à ça, c'est en gros celle d'une horde inhumaine qui avait pour seul désir de s'en prendre à des civils innocents et qui a donc commis un massacre avec intention génocidaire et les actes barbares les plus inimaginables. Ouais, je sais, c'est ultra caricatural dit comme ça, mais j'ai pas l'impression de faire un homme de paille, hein. Pour moi c'est vraiment ce qu'on entend. Maintenant l'exercice c'est de confronter ces discours aux informations fiables dont on dispose aujourd'hui. Une petite vision d'ensemble déjà. Les attaques du 7 octobre ont été menées par le Hamas mais aussi par le Djihad islamique, un autre groupe armé de résistance palestinien. Et peut-être que d'autres groupes les ont aussi rejoints. Ils ont visé plusieurs objectifs, dont des avant-postes militaires, qui ont été attaqués parallèlement à plusieurs villages où se sont déroulés des combats et des prises d'otages. Comme vous l'avez bien vu, c'est sur cette partie-là que nos médias se focalisent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ces endroits? Dans quelle mesure on peut déjà raisonnablement dissiper le brouillard de propagande? On va prendre un cas que je trouve assez illustratif. Les 40 bébés décapités de Kfar Aza. Là, on a un exemple typique d'une info qui a été directement répétée et amplifiée et qui s'est répandue comme une traînée de poudre. Des dizaines de morts, décapités parfois, dans la localité de Kfar Aza, dont de nombreux bébés. Des femmes, des enfants, des bébés décapités. Des bébés ont été massacrés, ont été même décapités. 40 bébés décapités. Pictures of terrorists beheading children. Alors, quelle preuve on avait quand cette histoire a été relayée? 40 babies, at least. Were taken out on gurneys. And you're saying 40 babies, dead babies? That is what one of the commanders told me. One of the commanders here said at least 40 babies were killed. Some of them their heads cut off. Non, voilà, c'est tout. Donc, on a une journaliste d'un média ouvertement très pro-israélien qui dit qu'un soldat lui a dit que 40 bébés avaient été tués, pas de vérification, aucune image, et ça donne ce tsunami de relais, de déformation et d'amplification. Heureusement quand même que des médias sérieux comme France Info sont là pour démêler tout ça. Mais il y a eu une information en particulier qui a été donnée par une journaliste anglophone de la chaîne I24 News, Nicole Zedek, qui a fait plusieurs duplex sur place. On sent son émotion évidemment, et elle explique d'abord dans un premier duplex qu'une quarantaine de bébés sont évacués sur des civières. Un peu plus tard, dans un autre duplex, elle est plus affirmative. Elle dit 40 bébés tués, dont certains ont eu la tête coupée. C'est un chiffre qui a été repris par la suite par le compte officiel de l'État d'Israël qui a partagé le duplex. Et est-ce que ça a été confirmé par les autorités? Alors, il y a eu une première confirmation officielle, c'était sur notre antenne en début d'après-midi. Écoutez ce que nous dit le porte-parole de l'armée israélienne là-dessus. Certaines voix, Olivier Rafovitch, parlent de bébés décapités, de 40 enfants retrouvés décapités. Est-ce une réalité? Êtes-vous en mesure de le confirmer? Je confirme qu'il y a eu décapitation d'adultes, mais également des enfants. Voilà, donc des enfants, des jeunes enfants qui feraient partie des victimes. Le porte-parole de l'armée israélienne qui confirme aussi les décapitations. En fait, j'arrive même plus à en rire, c'est d'un tel niveau de pauvreté, quoi. Oui, la journaliste d'I24 News en parle avec émotion, donc c'est crédible, hein. Et puis on a même une confirmation, hein,
de la part du porte-parole de l'armée israélienne, donc quelqu'un de tout à fait neutre, objectif et méthodique, hein, qu'on peut croire sur parole. Bon, pour la forme, on dit vite fait à la fin qu'il faut quand même être prudent. Hein. Ce sont des propos, des témoignages de soldats israéliens qui étaient sur les lieux. Alors il faut être prudent parce que ce chiffre qui est très précis n'a pas non plus été mentionné par d'autres reporters qui étaient sur place. Et il y a juste CNN qui parle également d'enfants tués et de décapitation. Mais à la fin de la vidéo, le message global est clair. Ces atrocités ont sûrement eu lieu, c'est même confirmé par des autorités, et en gros, on est juste encore un peu dans le flou sur les chiffres exacts. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames. Plus sérieusement, pour le coup, le service Check News de Libération a fait le travail correctement. Donc merci à eux pour ça. Et leur article montre bien que les images de ces fameux bébés n'existent pas, et que personne, y compris les journalistes à l'origine de l'info, n'a vu ces cadavres. Donc il me semble qu'à ce stade, c'est assez clair qu'on a affaire à un coup de propagande manifeste. Alors on peut se dire qu'au moins sur ce cas, la vérité est rétablie, le démenti est là. Mais rappelez-vous ce que je disais dans la dernière vidéo. Le démenti, quand il existe, a toujours énormément moins d'impact que la fausse info initiale. Là, on en a une illustration parfaite. Depuis début octobre, on a entendu 1000 versions des bébés décapités sur des dizaines de plateaux télé, mais sur l'article de vérification, c'est silence radio. Donc cette image horrible et l'affect qu'elle a généré, statistiquement, ça va rester dans la tête de la majorité des gens. Pour montrer quand même où on en est, au moment où je tourne cette vidéo, la séquence vrai ou faux de France Info que je vous ai montré là, elle sert de source à Wikipédia pour affirmer de manière péremptoire que des bébés ont été décapités. Va falloir les interpeller là-dessus et j'ose espérer que ce sera modifié. Mais d'ici là, ça témoigne quand même de l'ampleur du phénomène. J'ai choisi cet exemple, mais je pourrais en dérouler un bon paquet qui suivent le même schéma. Un bébé cuit vivant dans un four, une femme enceinte éventrée, des piles d'enfants brûlés. Donc, quand ce genre d'horreur est relayé, je vous encourage à essayer de garder la tête froide, à suspendre votre jugement et à vérifier les preuves. Et justement, des preuves de crimes de guerre du Hamas, on en a. À part les bilans chiffrés, plusieurs vidéos de ces actes sont disponibles sur internet. Elles proviennent soit de caméras de surveillance, soit de bodycam, c'est-à-dire des caméras embarquées de combattants du Hamas, soit de dashcam, c'est des petites caméras qu'on met sur le tableau de bord d'une voiture. Après les attaques, les autorités israéliennes ont récupéré ces images et en ont fait un montage d'environ 3/4 d'heure qui a été montré à des journalistes sélectionnés dans des diffusions privées. Évidemment, cet événement c'est un joli coup de propagande, hein. Montrer à seulement quelques journalistes sélectionnés un montage réalisé par les autorités israéliennes où chaque séquence est décontextualisée, sans possibilité de mener une enquête complémentaire, ni même d'enregistrer ou de revoir les images, niveau méthode c'est n'importe quoi. Le but c'est de générer une émotion qui sera relayée dans le monde entier pour justifier les crimes qu'Israël commet en représailles. Et comme la vidéo complète n'est pas disponible pour le public, les journalistes complices peuvent très bien inventer des séquences encore plus horribles que ce qu'ils ont réellement vu, ce qui entretient la confusion. Mais malgré ça, il y a moyen de connaître le contenu de ces 45 minutes de vidéo. Parce que dans le tas, il y avait quand même des journalistes honnêtes. Libération a jugé utile de publier un article qui contient la description détaillée de chaque séquence de la vidéo, et on peut recouper ça avec les témoignages d'autres journalistes, comme le youtubeur britannique Owen Jones, qui dénonce régulièrement sur sa chaîne les crimes d'Israël, donc on peut pas vraiment le soupçonner d'avoir un biais pro-israélien. Et on peut aussi comparer avec les 2 ou 3 séquences qui sont disponibles sur internet. Et jusque-là, tout colle. D'ailleurs, à ma connaissance, le Hamas lui-même n'a pas explicitement nié la véracité de ces vidéos. Et ce qui en ressort, c'est que les combattants du Hamas ont clairement tué délibérément des civils, ce qui est sans équivoque un crime de guerre. Ça, personne ne le nie et personne de sérieux ne le minimise. Là aussi, on a des vies brisées, des orphelins traumatisés, des blessés graves. C'est une part de la réalité qu'il faut prendre en compte. Je vais compléter le tableau avec des rapports plus récents réalisés par des médias israéliens et qu'on entend très peu chez nous. Plusieurs témoignages et articles récents, notamment du journal Haaretz, font état d'une certaine confusion générale le 7 octobre. Particulièrement du côté des forces israéliennes. Par exemple, une enquête de la police israélienne conclut que les combattants du Hamas n'étaient très probablement pas au courant de la tenue du festival Nova et qu'ils ont décidé de s'y attaquer au dernier moment. Et d'autre part, qu'une partie des victimes civiles à cet endroit est due à des tirs des hélicoptères israéliens. Évidemment, c'était pas intentionnel, ils visaient les combattants ennemis. Du côté du kibbutz Be'eri, une survivante de l'attaque témoigne à la radio israélienne que des civils pris en otage par le Hamas ont été tués par les forces israéliennes. עם 40 מחבלים. הם מתעללים בכם או שהם... הם לא מתעללים בנו, הם מתנהגים אלינו בצורה מאוד מתנהל, קרב ירי שהמשטרה שלנו מתחילה אותו, קרב ירי מאוד מאוד קשה מבחינת כמות התחמושת שעברה שם. אחד המחבלים מחליט להיכנע, זה מחבל שיצר איתי קש, והוא מחליט להשתמש בי כמגן אנושי, קורא לי ומתחיל לצאת איתי מהבית תחת אש, אני צועקת בזמן הזה לימ"מ כשאנחנו כבר... שהם יכולים לשמוע אותי, שיפסיקו לראות, ואז הם שומעים אותי והם מפסיקים לראות. יש 5 בני ערובה ששוכבים, או 6, על האדמה בחוץ. הטרוריסטים ירו בהם? לא, הם נהרגו מהחילופי ירי, תבין שהיה חילופי ירי מאוד מאוד קשים. זאת אומרת, יכול להיות שזה כוחותינו ירו בהם? כשניסו לחסל את החוטפים, את החמאס? הם חיסלו את כולם, כולל הבני ערובה.
כי היה שם חילופי ירי מאוד מאוד קשים. On trouve aussi des rapports d'autres médias qui décrivent une certaine confusion parmi les pilotes d'hélicoptères Apache, notamment concernant le choix de leur cible. Ce qui semble pas déconnant vu le côté surprise de l'attaque, mais je pense qu'il faut encore rester prudent sur ces infos et ce qu'elles impliquent. Bon, par contre, je vais être clair, hein. Tout ce que je dis là n'a pas pour but de minimiser la nature des crimes du Hamas qu'on connaît. Des morts civiles, qu'il y en ait 150 ou 1200, c'est des crimes. Point. Mon but ici, c'est de compiler les informations fiables pour dresser un tableau du 7 octobre plus réaliste que ce que la propagande israélienne veut nous servir. Et si on résume jusque-là, ça nous donne des attaques surprises sur des villages et des avant-postes militaires, pendant lesquels des combattants du Hamas ont tué des soldats et des civils et en ont pris d'autres en otage, et auxquels les forces israéliennes ont réagi avec une certaine confusion qui a entraîné la mort de civils par des tirs croisés au sol ou des tirs d'hélicoptère. Voilà, à mon sens, ce qu'on peut en dire aujourd'hui en résumant très rapidement. Toutes les horreurs du type bébé décapité, elles attendent encore la moindre preuve crédible. Et entre nous, je prends le pari qu'elles ne viendront jamais. Depuis quelques semaines déjà, il y a un nouveau thème qui vient se rajouter à tout ça. Clémence Guettet, vous considérez que vous êtes féministe? Oui. Est-ce que vous êtes exprimée, engagée sur les viols, sur les violences et sur les tortures faites aux femmes israéliennes par le Hamas qui sont de plus en plus documentées? Là, je peux pas faire l'impasse, parce que si vous avez vu la vidéo précédente, ça devrait vous rappeler quelques souvenirs. Luis Moreno Ocampo, procureur de la Cour pénale internationale, lance publiquement une accusation effrayante. Kadhafi utilise le viol de masse par son armée pour terroriser sa population. Et il distribue même des pilules de Viagra à ses soldats pour être sûr que tout ça fonctionne bien. Là encore, on va essayer d'appliquer un peu de méthode sceptique. Les viols utilisés comme arme de guerre, c'est un thème de propagande qui revient dans plusieurs conflits. Alors on peut sans doute trouver des cas avérés, hein, mais quand c'est tourné comme ça dans la propagande, ça fait bien penser à des cas de manipulation clairement mensongères. Encore une fois, rappelez-vous le cas de la Libye. Du coup, c'est raisonnable de partir avec un a priori plutôt méfiant. Donc, on garde la tête froide et on examine les preuves qui sont mises en avant. Il y a un bon paquet d'articles qui couvrent la problématique, mais ils racontent tous la même chose et ils pointent vers les mêmes sources, à part un article du Parisien qui sort du lot et qui est le témoignage direct et anonymisé d'une victime. Le reste des sources, l'organisation israélienne Physicians for Human Rights les a compilés dans un rapport d'une douzaine de pages. On y trouve un témoignage indirect de 2 personnes qui ont vu un viol collectif et 2 autres un peu plus flous de participants au festival Nova. Tous sont anonymes, hein, ce qui n'est pas non plus illogique. Pour le reste, les allégations viennent de descriptions de certains cadavres par les membres de l'organisation Zaka, une association de secouristes volontaires qui a aidé à l'évacuation des cadavres. Et là, ça me pose quand même un petit problème en termes de niveau de preuve. Pour plusieurs raisons. D'abord, Zaka n'est pas un groupe de médecins légistes ou d'experts du domaine. C'est une association religieuse dont les membres volontaires n'ont a priori pas ce genre de compétences. Pour tirer des conclusions solides, il faut que les corps soient examinés par une équipe de médecins légistes indépendante ou sous le contrôle d'un organe indépendant. Et d'ailleurs, plusieurs articles soulignent que ce serait une tâche extrêmement difficile vu les circonstances et que si des preuves existent, beaucoup ont forcément déjà disparu. Mais malgré ça, les membres de Zaka ont des affirmations très péremptoires juste en ayant jeté un coup d'œil à des cadavres sur place. Ensuite, la deuxième raison, c'est que, à mon sens, la confiance qu'on peut accorder à Zaka ou à d'autres organisations du même genre, elle est quand même très relative. Il faut bien se rappeler qu'il s'agit d'un organisme religieux qui appartient au camp d'un des belligérants et qui travaille régulièrement avec sa police et son armée. On peut pas vraiment les considérer comme neutres idéologiquement. Surtout quand son dirigeant et d'autres cadres participent à répandre la propagande sur les bébés décapités et autres dingueries, toujours sans la moindre preuve ni la moindre image. 2 piles of 10 children each were tied to the back, burned to death. D'ailleurs, la vidéo de 45 minutes montée par Israël ne contient aucune image de viol ou d'agression sexuelle, et il n'y a aucune mention nulle part d'image de ce genre. Donc au final, on a un témoignage anonyme direct qu'on peut a priori considérer comme crédible, et au moins un autre assez précis auquel on peut aussi accorder du crédit. Le reste des arguments mis en avant, il me semble pas qu'on puisse considérer ça comme des preuves solides. Ah pardon, j'ai oublié une source super fiable. Hamas using rape, sexual violence, and terrorism and torture of Israeli women and girls is appalling and unforgivable. And you should, when I was there, saw some of the photographs. Bon, blague à part, on a quand même une poignée de témoignages a priori crédibles sur des cas précis. Et c'est absolument atroce. Mais il faut rappeler l'enjeu central de ce que je suis en train d'exposer. C'est pas d'investiguer quelques cas pour lesquels il faudrait condamner les coupables, mais c'est de déterminer si des viols ont été commis en masse, de manière systématique et ordonnée ou encouragée par le haut commandement du Hamas, ce qui d'ailleurs serait une première dans son histoire d'après une experte de la question. Et ça, même le rapport à charge de Physicians for Human Rights dit que ça reste encore à établir via une enquête appropriée. Et justement, l'ONU a bien indiqué que cette affaire était prise très au sérieux et a demandé expressément aux autorités israéliennes de pouvoir envoyer une commission d'enquête. Et Israël leur a répondu « C'est non ». Ah, et il les traite d'antisémites aussi. Their call to investigate is a joke because they called a biased anti-Semitic body that was established by the Human Rights
Council, and this is the committee that UN Women called that will conduct the investigation. Voilà, on en est là. Pour résumer, tant qu'une commission d'enquête indépendante n'aura pas pu réaliser une investigation sérieuse sur place, on n'aura rien de probant. Je pense qu'on est pas mal rentré dans le détail des faits dans cette vidéo. Mais pour conclure, j'aimerais qu'on lève un peu la tête du guidon. Il faut vraiment garder à l'esprit que tous les faits que j'ai évoqués, qu'ils soient réels, inventés ou déformés, sont mis en avant et utilisés dans un but précis. Justifier l'horreur absolue qui se déroule en ce moment à Gaza depuis plus de 2 mois. Donc au-delà de la vérification des faits, il faut répondre à la question suivante. Quelles que soient les horreurs qu'ait commises le Hamas le 7 octobre, est-ce qu'elles justifient le meurtre de masse qu'Israël est en train de perpétrer? Pour ma part, je considère ça comme une question rhétorique. D'ailleurs, on peut quand même remarquer que toutes les horreurs dont le Hamas est régulièrement accusé, donc les meurtres de civils, d'enfants, le terrorisme, ça fait bien longtemps qu'on sait que l'État d'Israël lui-même les pratique et de manière bien plus massive. Donc si on en reste à des considérations morales un peu bas de plafond, on peut se dire, un partout, balle au centre, les deux camps sont pareils, pas un pour rattraper l'autre, et on en reste là en les renvoyant dos à dos. Vous allez vous calmer, mais alors ça, parce que sinon je vous fais tous les deux coller au trou. Ça, c'est un raisonnement simpliste, un peu flemmard qu'il faut vraiment dépasser. Quand une telle violence surgit, il faut toujours se demander quelle est la violence première qui l'a engendrée. Autrement dit, il faut faire une analyse historique et politique rigoureuse de la situation. Et je tenterai d'apporter ma petite pierre à cet édifice dans des prochaines vidéos. Sur ce, gardez et entretenez votre esprit critique, et moi je vous dis à la prochaine. We identify with the PLO because just like ourselves, they are fighting for the right of self-determination. Cette idéologie a été proposée aux Juifs et ils l'ont refusée. L'antisionisme, c'est une idéologie juive dans son histoire.